Monde numérique. « 3500 exposants, 14 000 startups, plus de 160 000 visiteurs, du soleil, des orages, de l'IA, des data centers et des robots. Cocktail gagnant cette année encore pour le salon Viva Technology édition 2025 à Paris. L'essentiel de cette émission y est consacré. C'est un paradoxe, Vivatech. Dehors, on cherche de l'ombre, à l'intérieur, on se couvre avec des plaids en salle de presse pour cause de climatisation défaillante. Mais surtout, le paradoxe, ce sont les géants américains qui font le show, comme Jensen Huang, patron de Nvidia, alors que l'Europe cherche toujours sa souveraineté numérique perdue. Dans cette émission, vous allez entendre des spécialistes de l'innovation et de la technologie qui décryptent pour nous les enjeux et les tendances du moment. On accueillera quelques robots et quelques objets connectés et on s'intéressera à des innovations en matière d'énergie et d'environnement. Bref, de la tech, des robots, des humains, des news, des analyses pour mieux comprendre. Bienvenue à l'écoute de l'hebdo du 14 juin 2025. Monde numérique, Jérôme Colombin. Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'hebdo qui marque une date importante car, comme chaque année au moment de Vivatech, c'est un anniversaire et en l'occurrence celui de Monde numérique. Ce podcast a en effet 4 ans aujourd'hui. Il a été lancé en juin 2021. Et voilà, aujourd'hui, 1 millier d'épisodes environ, plus de 3,5 millions d'écoutes, plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Merci à vous, auditeurs fidèles, occasionnels ou réguliers, abonnés anciens ou nouveaux. Merci pour votre écoute attentive, votre soutien, y compris financier pour certains à travers vos dons via la plateforme J'aime l'info. Et alors, Monde numérique, eh bien, ça continue. Ça continue pour une nouvelle année, avec toujours le même objectif. Vous informer et vous aider à mieux comprendre la tech et son impact sur notre vie quotidienne et sur le monde qui nous entoure. Un épisode par jour sur toutes les plateformes de podcast et chaque samedi, l'hebdo, 50 minutes de news, de débrief et d'interviews, plus d'1 heure et sans pub si vous êtes abonné à la version premium sur Apple Podcast ou Spotify. On part tout de suite au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris pour l'édition 2025 du salon Vivatech. Hello, Paris! Bonjour! La star de Vivatech 2025, c'était donc Jensen Huang, le patron taïwano-américain de la firme Nvidia, invité d'honneur, car chaque année désormais à Vivatech, il y a un invité d'honneur pour une keynote devant un public conquis de plusieurs milliers de personnes. Jensen Huang sur scène, avant un dîner à l'Élysée en l'honneur des startups, avant une autre prise de parole en compagnie d'Emmanuel Macron sur scène un peu plus tard dans la journée. L'homme au t-shirt et au blouson noir, désormais rompu à cet exercice, a pris la parole, non seulement bien sûr pour dire tout le bien qu'il pense de la France et de l'Europe, mais carrément d'ailleurs pour faire la présentation annuelle de ses nouveautés dans le cadre de ce que Nvidia appelle sa conférence GTC. Il a donc parlé IA agentique et Blackwell, la dernière génération de GPU, les processeurs Nvidia, jadis destinés aux jeux vidéo et aujourd'hui dédié à l'intelligence artificielle, positionné comme le cœur de ce qu'il appelle les AI Factories, les usines à IA, autrement dit, ces data centers qui se multiplient un peu partout sur la planète, et y compris en France. So something is changing. Donc quelque chose est en train de changer. Nous savons que l'IA est une technologie incroyablement importante. Nous savons maintenant avec certitude que l'IA est un logiciel qui pourrait révolutionner, transformer chaque industrie.
Elle peut faire ces choses incroyables que nous connaissons. Nous savons également que la manière dont vous traitez l'IA est fondamentalement différente de la façon dont nous traitions les logiciels écrits à la main. En fait, ces centres de données ne sont pas du tout des centres de données. Ils ne sont pas des centres de données au sens classique d'un centre de données stockant vos fichiers que vous récupérez. Ces centres de données ne stockent pas nos fichiers. Il a un seul travail, et un seul travail seulement, produire des jetons intelligents. La génération de l'IA, ces usines d'IA. Les usines d'IA, voilà l'enjeu. Et l'annonce la plus marquante, eh bien justement, c'est celle qui concerne conjointement NVIDIA et le français Mistral. Mistral AI spécialisé dans les grands modèles de langage pour intelligence artificielle générative. La start-up vedette systématiquement mise en avant lors des manifestations consacrées à l'IA actuellement. Mistral qui a annoncé donc son intention désormais d'ouvrir à son tour ses propres data center. Et pour cela, eh bien, il lui faut des puces, des processeurs, évidemment. C'est donc pour cela que Mistral va acheter 18 000 super processeurs Grace Blackwell. Ce sont parmi les plus chers du marché, coûtent entre 30 000 et 70 000 $ l'unité. Cette opération devrait donc représenter plusieurs milliards d'euros. Jensen Huang, le patron de NVIDIA, se frotte les mains. Arthur Mensch, le jeune PDG de Mistral, roule des mécaniques. Et Emmanuel Macron applaudit en qualifiant l'annonce d'historique. Car c'est un projet qui permet à Mistral de brandir la fameuse autonomie stratégique, le leadership technologique européen, comprenez la fameuse souveraineté numérique. I think the partnership announced today between NVIDIA and Mistral AI is for me an historical one. Ready? Concrètement, ça signifie que les entreprises qui utilisent des modèles de Mistral et qui devaient jusqu'à présent opter afin de faire tourner ces modèles pour des clouds Microsoft, Amazon ou Google le plus souvent, eh bien, pourront s'en remettre au cloud de Mistral. C'est donc présenté comme une solution verticale, intégrée, souveraine, opérée par un seul acteur français. Pour Mistral, ce sera donc le moyen de devenir un acteur global. Il y aurait déjà quelques clients, des partenaires historiques comme Orange, Schneider Electric, BNP Paribas, Thales ou encore Veolia. Et puis des nouveaux sans doute, parmi lesquels la SNCF ou encore des startups comme Miracle qui fabriquent les petits robots verticaux sur gyropode qui étaient également mise en vedette lors de la keynote de Jensen Huang. Voilà, et pour cela, il faudra donc de l'argent qui reste le nerf de la guerre. Mistral a déjà levé $1 milliard en 2 ans et elle serait sur le point de lever 1 milliard supplémentaire. Brièvement, quelques autres annonces à Vivatech, des partenariats importants, donc qui concernent Orange, Telefonica, Swisscom, Fastweb, qui vont donc se lancer dans des constructions d'infrastructures d'IA locales. Scaleway, filiale du groupe Iliad, qui a signé avec France Télévisions ou encore avec le CNRS. Bref, la puissance de l'IA grossit en France et en Europe et l'objectif affiché est de multiplier par 10 la capacité de calcul en intelligence artificielle européenne d'ici 2 ans. Voilà pour les principales annonces. Maintenant, du côté des exposants et des innovations présentées à Vivatech, eh bien, on va s'intéresser dans cette émission au Canada, qui était à l'honneur avec un stand gigantesque, 600 représentants invités d'honneur de Vivatech. On en reparle tout à l'heure avec Bruno Guglielminetti, mon camarade québécois, qui a fait le déplacement exprès, qui était présent à Vivatech. Les visiteurs ont pu découvrir également quelques robots, et notamment les robots de la marque chinoise Unitree, des robots humanoïdes qui vont être bientôt commercialisés en France. Et on a pu voir de près aussi le Cybercab, le taxi autonome de la marque Tesla, une voiture sans volant qui commencera à arriver bientôt sur les routes américaines et à mon avis pas sur les routes européennes avant un sacré bout de temps. Et puis bien sûr beaucoup d'innovations dans le domaine de la santé, dans la réalité virtuelle aussi. On en reparle dans la deuxième partie de cette émission. L'actu de la semaine, c'est aussi du côté de chez Apple que ça se passe, avec les annonces de la WWDC, la conférence des développeurs d'Apple qui s'est ouverte en début de semaine. Et la principale innovation, eh bien, c'est la refonte majeure de l'interface de tous les appareils Apple. Qu'il s'agisse de l'iPhone, de l'iPad, des ordinateurs MacBook, de la montre connectée même, et du boîtier télé, sans oublier le casque Vision Pro.
tout cela va passer à la mode Liquid Glass, ce système de visuel translucide. Alors les premiers retours sont assez mitigés. Certains visuels qui ont pu fuiter sur les réseaux sociaux montrent des choses très belles, très élégantes. D'autres complètement bizarres où les images se superposent. C'est pas très beau, mais il faut préciser que pour l'instant, tout ça, ce sont encore des versions bêta. La version définitive pour tout le monde n'arrivera qu'en septembre prochain. Ça s'appelle donc Liquid Glass, cette interface translucide. Alors les annonces Apple, je vous en parle longuement dans un épisode à part de Monde Numérique. C'était en début de semaine où je vous fais un débrief complet des annonces de la keynote d'ouverture de la WWDC. Et puis à noter qu'Apple a profité de la conférence WWDC pour dire tout le mal qu'il pensait du DSA européen qui menacerait carrément l'iPhone en Europe. Ainsi, les représentants d'Apple ont expliqué que, par exemple, la fonction mirroring, c'est-à-dire de la recopie de l'écran de l'iPhone sur un ordinateur Mac, n'était pas disponible en Europe, notamment pour des questions réglementaires. Il n'y a pas que dans le monde Apple que ça bouge et que souffle un air de nouveauté. Google a également décidé de relooker l'interface d'Android. Et comme désormais les interfaces de smartphone ont des noms, eh bien chez Google, ça va s'appeler Material 3 Expressive. Ça a été présenté il y a déjà quelques temps, au mois de mai dernier. Ça ne va pas arriver tout de suite, mais en revanche, il y a quand même la version 16 d'Android qui vient de débarquer le 10 juin dernier sur les smartphones compatibles. Alors, c'est-à-dire essentiellement pour l'instant les smartphones Pixel de la marque Google. Donc on n'a pas encore les nouveautés design, mais il y a déjà quelques petits changements, comme par exemple Live Updates, l'équivalent des activités en direct d'Apple qui permettent d'afficher sur l'écran verrouillé du téléphone des notifications dynamiques. Par exemple, vous passez une commande pour une livraison de repas ou pour un VTC et vous avez en temps réel et en permanence l'affichage de où en est cette commande. Toujours sur l'écran verrouillé, la possibilité d'afficher des widgets personnalisables, la notification des applications de messagerie qui seront désormais regroupées et résumées par l'intelligence artificielle de Gemini. Alors ça devient une vraie tendance puisqu'Apple fait exactement la même chose avec Apple Intelligence depuis peu. Et puis également sur tablette Android, une nouvelle manière d'organiser les fenêtres les unes par rapport aux autres pour plus de souplesse et que ça ressemble un peu plus à un écran d'ordinateur. C'est ce qu'on trouve également d'ailleurs sur la future version de iPadOS chez Apple. Les smartphones Pixel donc vont être les premiers à bénéficier de ces nouveautés. Pour les autres marques, Samsung, Honor, Xiaomi, eh bien, il va falloir patienter, ça arrivera plus tard. Interdire l'accès des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, c'est la volonté exprimée récemment par Emmanuel Macron à la suite du drame survenu dans un collège de Nogent-sur-Seine où un élève de 14 ans a poignardé une surveillante. Alors c'est une affaire qui évidemment a suscité beaucoup d'émotions et ainsi a ressurgi cette histoire de l'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs. Alors ce qu'il faut savoir, et c'est pour ça que je voulais en dire un mot cette semaine, c'est que derrière cette annonce, outre la question technique, eh bien, se cache un casse-tête juridique. Car en matière de numérique, eh bien, c'est d'abord l'Union européenne qui fixe les règles du jeu. Or, aujourd'hui, la loi européenne autorise l'inscription sur les réseaux sociaux à partir de 13 ans. Mais elle demande à ce qu'il y ait un accord parental entre 13 et 15 ans. Il s'agirait donc pour la France de modifier ce seuil. Or, pour le faire au niveau européen, il faut une décision collective des 27 États membres. Et c'est là où la France, en l'occurrence Emmanuel Macron, ou encore Clara Chapaz, la secrétaire d'État au numérique, voudrait un peu tordre le bras à l'Union européenne. Et ils vont même jusqu'à prévenir que si l'UE ne réagit pas dans les mois à venir, eh bien la France prendra seule, disent-ils, ses responsabilités. En clair, Paris envisagerait alors une législation nationale. Mais ce ne sera pas simple, car cela se heurterait au droit européen. Bon, alors après, il y a la question technique de savoir comment faire. Le président a dit que les plateformes disposaient déjà des outils nécessaires, comme la reconnaissance faciale, l'identification faciale, plus exactement, des identifiants numériques, etc., mais que les plateformes ne les utilisaient pas assez. De son côté, l'Arcom, régulateur des médias, a pourtant publié un référentiel pour encadrer la vérification d'âge tout en protégeant la vie privée des internautes. Car le dilemme, c'est toujours le même. Comment protéger les jeunes sans brider les libertés fondamentales ? Eh bien, la balle se promène donc entre, on l'a compris, la France, l'Europe et les plateformes. Le débrief transatlantique. Le débrief transatlantique, il est temps de retrouver mon camarade Bruno Guglielminetti du podcast Mon Carnet de Montréal.
Bonjour Jérôme Colombin à Paris. Bonjour Bruno Guglielminetti à Paris également. Hey, merci de m'accueillir chez toi comme ça, dans ton environnement. Et oui, puisque tu es à Vivatech, nous sommes au salon Vivatech. Pour tout dire, on s'est même enfermé dans une petite cabine insonorisée dans la salle de presse. Une bulle. On est bien là. Vivatech édition 2025, donc tu as fait le déplacement depuis Montréal. Ouais. Et il faut dire, ça valait la peine, c'est vrai. Alors, voilà, on va discuter de tout ça ensemble. Que penses-tu de cette édition 2025 où en plus vous êtes complètement à l'honneur, le Canada? Ça fait tellement plaisir. Cette année-là, j'avais presque l'impression de revenir un peu à la maison. Tellement le Canada a une place importante. C'est J'ai vrai. le Canada, mais aussi le Québec. Là. Mais ça fait que la présence canadienne cette année, elle est là. Elle est officielle, mais elle est là. Oui, elle c'est est ça. reconnue. Il faut, parce que vous êtes les invités d'honneur, voilà, cette année. Donc, Ce qui est important, puis je veux vraiment le mettre en perspective, Tout à c'est que fait. ça avait été décidé il y a longtemps. Il y a des mois. avant l'élection de Trump, c'est ça que je veux dire. Exactement. C'est pas une réaction Non, c'est ça. aux tensions franco-américaines ou européano-américaines. Sauf que, et ça, les gens qui vont poursuivre l'écoute du podcast vont l'entendre de la part de l'ambassadeur canadien à Paris, dans le contexte où on est aujourd'hui, où le Canada vient de perdre son allié historique qu'étaient les États-Unis, on se retourne vers nos parents. Ouais, L'Angleterre, la France. bien sûr. Puis on se dit, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec vous autres? Parce que là, nous, on était partis avec eux, ça fait des années. Puis finalement, on se voit qu'on peut pas. C'est vraiment cette ouais, image-là. c'est ça, c'est fou, On se retourne comme ça. Et puis heureusement, c'est comme si rien n'avait été perdu depuis tout ce temps-là. Et là, quand je parle à des Français, des Québécois ou des Canadiens qui font affaire ici, il y a un paquet de contrats qui a été annoncé, des partenariats qui vont être annoncés encore cette semaine. Alors, on a comme retrouvé nos liens et c'est tant mieux. C'est super, nous on est ravis parce que c'est vrai qu'on est alignés sur plein de choses, on va dire, on a les mêmes valeurs pour parler simplement. C'est quoi la tech canadienne, Bruno? En tout cas, celle qui a été présentée ici, c'est l'IA. C'est presque que de l'IA. Ah oui. Donc, l'IA partout, mais c'est un peu le thème de Vivatech cette année, là. C'est L'IA le moins et qu'on puisse dire. la souveraineté numérique. Mais donc, c'est ça. Alors, c'est que des gros joueurs canadiens du domaine de l'IA, autant dans la médecine industrielle, la bureautique, l'architecture. Il y a même des trucs qui vous permettent de regarder, de scanner le visage de votre chat et puis l'application va vous dire si il va bien. Ah ouais? Ah ouais, D'accord. ça existe aussi. Ça marche que pour les chats? Non, mais ça va arriver, ça pour les humains, ça. On a déjà vu des choses Mais là, au pour le moment, CES. ils le font pour les chats. Ça, je trouve ça intéressant. C'est bien, ouais. Les chiens vont suivre, c'est sûr. On ne va pas faire de discrimination. Mais c'est intéressant. Et c'est vraiment N'oubliez pas les hamsters, s'il vous plaît. Je ne sais pas s'ils sont rendus là. Je et pense les- qu'ils vont et les aller aux petits, là. humains d'abord. Mais donc, c'est genre, il y a un peu de tout. Mais l'idée, c'est vraiment de présenter le savoir-faire. Bon, c'est super, on est ravis que vous soyez là. Que penses-tu de ce Vivatech 2025, sachant que tu as un peu de recul maintenant, puisque tu étais déjà là l'an dernier? Puis après, moi, je te donnerai mon avis. Moi, je vais te poser la question. Hein. C'est moi qui commence, alors? Oui. Oui, non, mais c'est ça. Oui, je suis chez vous. Alors, j'ai déjà pas mal parlé. Alors, toi, comment tu trouves cette édition-ci? Alors, écoute, déjà, il y a énormément de monde. Tu as vu le monde qu'il y a? J'ai l'impression qu'il y a encore plus de monde que l'an dernier. Les organisateurs ont annoncé, avant que ça ouvre, qu'ils allaient recevoir 165 000 visiteurs. Bon, à l'heure où on C'est à enregistre... côté les chiffres du CES avec ça. Hein. Ouais, mais c'est fou, c'est impressionnant. Alors que c'est plus petit en Oui, surface, c'est pas la même taille. mais en nombre d'exposants. Et c'est toi qui faisais la remarque sur le plateau de Tech & Co chez François Sorel, et tu as tout à fait raison. Ils annoncent 3500 exposants, et au CES, on est à 4005, c'est ça? Donc, on n'est pas loin. Non, c'est proche. C'est Oui. très, très proche. Et ils n'ont plus rien à envier au CES. Tout à fait. Alors, D'ailleurs, il y a votre président qui l'a dit. Je vous avais donné le défi il y a 9 ans ouais. d'être les meilleurs. Aujourd'hui, vous l'êtes. Oui, le président qui est en terrain conquis ici, Emmanuel ouais. Macron, il vient tous les ans depuis la toute première édition. Je me souviens même, une des premières fois, c'est moi qui l'avais interviewé sur scène ici. Il n'était pas encore président, il était ministre simplement. Mais je lui avais demandé s'il serait candidat et sans surprise, il m'a pas répondu. Tiens donc. Mais c'était à l'époque du mystère. Mais indépendamment de ça, ce que je veux dire, c'est que donc énormément de monde, donc on peut vraiment parler de succès, je pense. Et puis malgré ça, alors donc ça me prouve que ça bouge, que la tech européenne bouge, mais un petit bémol. Je trouve que, et c'est ce que j'avais l'occasion de dire également sur le plateau de Tech & Co, où on participait ensemble, il y a un petit côté schizophrénique. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, tu l'as dit, la grande préoccupation, c'est la souveraineté numérique. C'est comment développer des solutions technologiques françaises, européennes.
Il y a d'ailleurs des annonces qui ont été faites en ce sens. Ouais. Nvidia, Jensen Huang, la star, était là. Il a annoncé un partenariat avec Mistral, qui va faire un super data center. Et ils nous disent que ça va faire du cloud souverain. Du cloud souverain avec des cartes graphiques américaines quand même. Ouais. Bon, voilà, faut quand même. C'est-à-dire que de toute façon, on est prisonnier. On est prisonnier parce qu'à tous les échelons, on a du sang américain, on va dire, au niveau technologique. Et en même temps, il y a cette volonté tellement de s'en départir. Donc, c'est ça que je trouve un peu schizophrénique, c'est qu'en plus, les Américains sont à l'honneur, mais ce qui est logique. Hein, oui, mais tous les GAFAM, ils sont les GAFAM, ils sont là. Voilà, Google, Meta, Amazon, ils sont tous là et c'est normal. Ils ont plein de choses intéressantes à montrer. Puis ils ont une énorme clientèle. Oui, tout à fait, tu as raison. Voilà. Et en même temps, on essaie de s'en défaire. Donc voilà, ce côté un peu ambivalent, compliqué, schizophrénique. Ouais, voilà. On les aime, on a besoin d'eux, on veut savoir ce qu'ils font, on veut. Mais en même temps, on veut s'en défaire. Avoir un plan B. Ouais, et on l'a pas. On l'a pas aujourd'hui, c'est clair. Je pense qu'on l'aura jamais en réalité. Hein. Mais c'est quand même intéressant. Je reviens sur l'annonce de Nvidia avec Mistral. Ouais. C'est le début de quelque chose. Il y a une prise de conscience. D'ailleurs, ça a été fait en présence du président. Là, les trois étaient sur scène. Oui. Arthur Mensch, le patron de Mistral, Emmanuel Macron et Jensen Huang de Nvidia. Merci. Et donc, pour moi, c'est de l'espoir. D'ailleurs, c'est intéressant parce que Huang a rappelé que la genèse de Nvidia, c'était français. La première carte qui a été faite, ça avait été, je me souviens plus quelle ville, mais c'était une ville française. Après, ils ont repris ça, puis après, ils ont bonifié. Mais donc, ça m'a échappé, ça. Je ne sais pas quelle ville c'était. Grenoble, non, peut-être. Je pense que c'est ça, ouais. C'était Grenoble, ouais. Où il y a pas mal de choses. Ouais. Et donc, c'est ça. Sinon, il y a Lannion aussi, où il y avait le centre de recherche de France Télécom, et dans les années 70-80, c'était au top. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a eu un savoir-faire. De toute façon, on en parle à toutes les semaines. Le nombre d'ingénieurs français qui sont à l'extérieur pour faire vivre les gros GAFAM, à un moment donné, il s'agit, puis je reviens encore avec le président parce que j'ai tout écouté ce qu'il a dit. Dis donc, oui. Ah oui, j'ai fait mes devoirs. Tu as décrypté Emmanuel Macron, c'est bien. Oui, j'ai pas dormi non plus. Mais donc, c'est ça. Alors, dans tout ce qu'il a dit, lui, il est prêt à pousser les entreprises françaises à mettre de l'argent sur la table pour aller chercher les gens qui maintenant sont déçus. Il y a le contexte, on s'entend politique, mais aussi, c'est qu'il y a une façon, puis j'ai trouvé ça habile de sa part, il y a une façon de vivre en France. Hein? L'éducation, la culture, les choses comme ça qu'on ne retrouve pas du côté des États-Unis. Que le monde entier nous envie. Non, mais c'est vrai. Donc, il y a une qualité de vie qui est là, il y a une façon de faire qui est là. Et donc, puis c'était habile de sa part. Il interpellait les jeunes qui sont partis à la conquête de l'Eldorado en Amérique. Pour leur dire, revenez. Oui, mais qui commencent à avoir une petite famille. Il dit, finalement, je ne veux pas l'envoyer dans un high school où il va se faire tirer par un fou qui va rentrer dans l'école. Bon, là, tu mets le doigt sur un sujet. Attention, c'est sensible, hein, parce qu'il se passe des choses aussi chez nous, malheureusement, des choses dramatiques. Mais bon, j'imagine qu'ils ont les moyens de les envoyer dans des lycées super protégés. Ouais, peut-être. Mais l'idée là-dedans, c'est d'aller chercher toute une génération qui était partie aux États-Unis, qui maintenant veulent créer foyer. C'est plus le Choose France, ça va être le Back to France. Exactement. Voilà. S'ils ont besoin de conseils de communication à l'Élysée, faites-moi signe. J'ai votre nouveau slogan, Back to France. mais c'est intéressant parce que je trouve que ça marque un temps dans la communication et la stratégie, c'est allons chercher, allons rechercher nos cerveaux pour les amener chez nous. Et là, à partir de ces cerveaux-là, on pourra avoir une souveraineté numérique complète. C'est vrai. Non, mais en plus, tu mets le doigt sur un truc qui est intéressant. Ça t'a cité, je sais pas combien de fois Macron, parce que voilà, c'est ça aussi la France. Et c'est ça que moi, je souligne tous les ans en disant à la fois c'est bien, à la fois c'est pas bien. C'est qu'un salon comme Vivatech, mais il reste quand même vachement sous la coupe politique. C'est-à-dire qu'en France, tu fais rien d'important sans la politique et sans les responsables politiques. Alors bon, c'est comme ça qu'ils attirent même les... Non, j'allais dire, c'est comme ça qu'ils attirent les yeux. Mais c'est fou. Enfin, aux États-Unis, c'est pas pareil. Je veux dire, ou même... Non, mais ça serait propre à la France. Oui, c'est propre à la France, tu vois, c'est ça qui est... En Angleterre ou même en Allemagne, quand il y a les grands salons, là, ça fait pas la nouvelle parce que le premier ministre ou le chancelier... Le salon de Barcelone, tous les ans, il y a le roi d'Espagne qui visite, mais tout le monde s'en fiche, à part la presse espagnole et encore. Mais je reviens sur ça. Probablement que c'est parce que, dans le cas de Macron, on verra avec un prochain président, là, il ne pourra pas se présenter, à moins qu'il change la constitution. C'est vrai que lui, il était là au début de l'histoire, il a accompagné, il a impulsé le truc. C'est son bébé, tu sais, la French Tech. La French Tech, la Startup Nation, c'est vrai, qui est souvent décrié, mais à tort, parce que ça a été un booster, si vous êtes rendu là aujourd'hui, c'est grâce à ça.
C'est vrai. Non, ça, je pense qu'il faut le Avec un reconnaître. dynamo. Là. Tout à fait. Bon, après, sur le plan des innovations, il y a des choses qui t'ont... Non, mais oui. là, parce que tu parlais du politique, je voulais quand Ouais. même parler Ah, du on va rester politique sur le canadien. politique. Ben oui. Ben oui, parce C'est que... comme ça chez vous aussi? Non. Non, sauf que moi, je voulais quand même souligner que cette semaine, j'ai vu pour la première fois de ma vie le nouveau ministre de l'Intelligence Ah, artificielle. quand même. Donc, il y a des ministres qui sont venus dans les bagages des Oui, exposants, là. Oui, puis il est grand, ce bonhomme-là. C'est un ancien journaliste de la télé anglaise. Et, Anglaise? anglaise canadienne. Là. Ah, OK. Et, mais c'est ça, donc, le ministre Solomon, et qui commence à travailler sur son français. Mais donc, c'est la première fois qu'il s'adressait officiellement à un public, peu importe le pays, là, à son titre maintenant de ministre de l'Intelligence artificielle. Et c'est ici que j'ai dû venir pour savoir c'était quoi son plan de match. D'accord. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse de savoir, je ne veux pas tout vous raconter ça. Allez, vas-y, C'est fais un sur peu mon- de pub. Non, mais c'est sur mon carnet, moncarnet.com. Il y a un article là-dessus avec les grandes lignes de ce Bien qu'il sûr. veut faire. Donc, vous avez un ministre de l'IA maintenant. Oui, et pas que du numérique. C'est vraiment de l'intelligence artificielle. Cool. On n'a Oui, pas ça c'est un encore. message qu'on envoie. Non. Nous, on a une secrétaire d'État au numérique, Ouais. mais qui pense surtout à bloquer les réseaux sociaux à bloquer pas mal de choses d'ailleurs. Oui, Non, mais on la salue, Clara Chapas, c'est pas. qui était sur Elle n'a scène. pas un rôle facile. Il y a eu que des sujets un peu merdicos là ces derniers D'ailleurs, temps. la plupart se sont cassés le nez. Hein, Ah ben sur cette histoire de réseaux sociaux là et d'accès aux mineurs, ouais, mais c'est très compliqué. Ouais. Bon, sur le plan des technologies, des exposants, t'as vu des choses vraiment sympas? Écoute, moi, je me suis plus attardé aux délégations des pays. Parce que ça existe aussi ailleurs. Je pense au CES, qui est toujours ma référence. Il y a un plancher où il n'y a que des représentations de pays. Mais ici, je sentais l'Afrique beaucoup plus présente, Ouais. ce qui n'existe pas aux États-Unis. Ben, ils sont là, mais minimalement. Le Maroc, mais ils ont un espace presque aussi grand que le Canada. Mhm. Et donc, tout ce qui est Maghreb, je trouve intéressant. Le monde arabe, Ouais. la péninsule Assez arabe. présent, ouais. Ben oui, et puis Il y a ils sont Dubaï, il y a les Émirats, il y a. Oui, ouais. Puis ils sont arrivés avec tout leur bagage et leur culture. C'est vraiment impressionnant d'aller faire un tour là, mais on sent que ils veulent aller chercher de la main-d'œuvre européenne pour les amener chez eux. Je dirais pas qu'ils sont agressifs. C'est-à-dire qu'ils en ont marre des influenceurs, ils veulent des ingénieurs maintenant? Oui, exactement. Ouais. Ben oui, parce que là, ils ont le virage. Ils veulent monter un peu en niveau. Hein? Ouais, je garde la responsabilité de mes propos. Et je n'endosse pas nécessairement tes propos. Mais non, c'est intéressant parce que là, ils commencent à investir sérieusement dans l'intelligence artificielle. Puis à l'intérieur de ça, ben, ça vient avec des ingénieurs, Ouais, avec des développeurs. Et là, c'est eux qui sont en train d'attirer. Écoute, et quand tu visites leur kiosque, là, c'est autant sur la qualité de vie là-bas que les emplois possibles. Alors que normalement, quand tu vas dans un kiosque d'un pays, ils vont te présenter leur entreprise. Là, c'est vraiment venez chez Mais nous. tout le monde veut s'arracher les ingénieurs français. Mais arrêtez, laissez-les-nous un petit peu. On en a besoin. Mais Hein? Il faut qu'on les garde. ouais, sauf que je Back pense. to France. Mais cela dit, les salaires seront plus attractifs à Dubaï ou en Arabie Saoudite. Hein. Ouais. En plus, il y a une compétition, c'est rigolo, entre les Émirats et l'Arabie Saoudite. C'est des enfants. Moi, je fais une tour de 300 mètres de haut. Ah ben moi, je vais faire 305 mètres. Hein. Je rajoute 2 étages. Et c'est comme ça depuis des années. Hein. Oui, mais donc, au niveau de l'IA, avec les différentes annonces qui ont été faites, là, ils sont vraiment en train de tout investir là-dedans. Évidemment, on va parler de diversification concernant le pétrole, là. Mais ça fait longtemps qu'on en parle de ça, mais là, ils voient leur avenir dans l'IA et ils veulent devenir des superpuissances. Qui ne voit pas son avenir dans l'IA aujourd'hui, hein, franchement. Mais tu as raison, et l'Arabie Saoudite notamment a un projet de développer un LLM arabe, de culture arabe, entraîné sur... Parce qu'aujourd'hui, ChatGPT, il parle arabe, par exemple. Mais déjà... mais avec un bagage occidental. Avec un bagage occidental, c'est que de la traduction, et puis voilà, il a appris. Et le problème qu'ils ont, c'est que c'est un peu le manque de ressources, de données. Parce que Donc, il faut entraîner sur des documents, sur de la data en arabe, et en plus, c'est souvent... alors après, c'est des questions linguistiques, mais c'est de l'arabe littéraire. Et c'est pas forcément l'arabe spécifique parlé dans les différents pays, dans tous les pays arabes, en fait. Hein. Donc, ils ont cet enjeu-là aussi, à développer leur propre intelligence artificielle. Et tu mentionnais des choses que j'avais vues. Mon coup de cœur, là, c'est pour le kiosque du Liban. Ah oui, Ils ont je l'ai pas un vu. kiosque. Et c'était... Faut que j'aille voir ça. Tu sais que j'ai quelques attaches avec le Liban, moi. Moi aussi. Alors, aussi. quand j'ai vu le kiosque, j'ai pris une photo puis je l'ai envoyée. On le dit qu'on est chacun marié à une Libanaise? Ben oui. Ah, bon, et voilà. donc, c'est ça, je l'ai envoyé à ma conjointe. Je disais, j'ai dit quand même, le Liban est là. Puis c'était assez chouette, mais ils sont beaucoup, ça surprendra pas personne. Ouais. Ils sont beaucoup dans la e-santé ou la e-beauté.
Ouais. Mais Ça, la beauté, ça c'est leur truc. ouais. Hein. Mais sauf que je trouve ça intéressant de les voir ici. Il y a comme je vais prendre le mot en français, il y a un statement, il y a une déclaration en disant c'est peut-être le bordel chez nous, mais il y a quand même des initiatives, il y a des startups. J'adore le Liban. Je trouvais ça chouette parce que c'est comme... Ah oui, c'est un peu comme quand on avait vu la délégation de l'Ukraine débarquer au CES, quand les Russes étaient arrivés. Là. C'est vrai. Ben là, moi, de les voir là, j'étais quand même. C'est le bordel chez nous, mais on est quand même créatifs, entreprenants et tout. Ce qui est tous tout des à jeunes, fait, évidemment, qui sont là. Bien sûr. Qui essayent de faire une différence. Si tu avais à décrire cette édition du Vivatech en 2025, en une phrase. Je dirais pas un mot, ça, ils ont déjà fait ça. Bateau, je veux dire que c'est un succès. C'est vrai. Non, un bateau passe partout, quoi. Non, mais franchement, je pense que c'est un vrai succès cette fois, une fois de plus, et encore plus que les années précédentes. Ça a vraiment une allure du succès, ce Vivatech, ouais. Comme tu me l'as dit. Si tu juges d'ailleurs par rapport aux embouteillages qu'il y a autour du parc des expositions. Non, puis même à l'intérieur. À l'intérieur, on n'arrive plus à marcher. C'est pire que le CES. Je sais pas comment Jérôme est embêté avec toute cette congestion. Je suis un peu énervé le matin quand j'arrive. Un peu. Bon retour chez toi, Bruno. J'étais ravi de te retrouver en chair et en os et rendez-vous la semaine prochaine en visio, comme d'hab, dans Monde Numérique et dans ton carnet. Salut. Il est temps de passer aux interviews de Monde Numérique et on reste évidemment à Vivatech. On va parler de robots, on va parler de réalité virtuelle, on va parler d'énergie propre, mais avant cela, je vous propose d'avoir une vision un peu globale en écoutant un extrait d'une émission spéciale enregistrée à Vivatech en partenariat avec Capgemini. J'ai eu le plaisir de recevoir 3 directeurs de l'innovation de Capgemini pour une vision globale des tendances, des nouveautés. La version intégrale est donc à retrouver sur le fil du podcast Monde Numérique, mais voici tout de suite le best-of de cette émission spéciale Vivatech 2025. Patrice Duboé, bonjour. Bonjour Jérôme. Mathieu Deboeuf-Rouchon à vos côtés. Bonjour Jérôme. On vous connaît l'un et l'autre, vous êtes déjà intervenu plusieurs fois sur Monde Numérique. Et une nouvelle voix sur Monde Numérique, c'est Nicolas Godillère. Bonjour Nicolas. Bonjour Jérôme. Alors vous êtes, je l'ai dit, 3 directeurs de l'innovation qui intervenaient sur 3 secteurs différents. Hein. Alors, Vivatech, votre première impression, qu'est-ce que vous retenez? Patrice? Allez, je démarre. Alors, comme tu l'as dit, c'est effectivement impressionnant. C'est devenu le CES européen. Hein, il n'y a plus aucun doute là-dessus. On le voit également au côté international. J'étais surpris de voir encore plus de pays. Il y a des pays qu'on n'attendait pas. Il y a un corner Afrique avec le Nigeria. C'est pas forcément le pays qu'on attend en innovation digitale, donc ça montre l'ouverture. Bien entendu, on a la Chine. Bien entendu, on a un méga stand de Huawei. Pas de surprise là-dessus. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Les startups, on le savait. Ce côté international, ça montre aussi l'impact et la puissance et le pouvoir, sans parler des plénières. On y reviendra un petit peu plus tard. Absolument. Mathieu Deboeuf-Rouchon. Ce qui est frappant à l'approche de la 10e édition, puisqu'on est bientôt aux 10 ans, l'année prochaine sera les 10 ans de Viva, c'est l'année de la pleine maturité. Depuis quelques années, on revient à des choses plus tangibles, à plus d'impact. On parle de l'IA et l'IA est partout, donc on n'en parle finalement pas. On est beaucoup sur la santé, sur de la deep tech, on a beaucoup de startups. Ils sont 1 ou 2, mais ils ont vraiment un impact fort sur des dimensions autour de la santé. Quand on parle de santé, c'est autant la computer vision pour analyser l'ensemble des problématiques liées à la peau. Ça peut être les syndromes de stress, tout ce qui va pouvoir tourner sur mieux vivre plus longtemps, ces éléments qu'on voit beaucoup. Mais ce qui me marque cette année, densité, internationalisation, santé partout, mais autant que de l'IoT, mais surtout le retour ou l'arrivée confirmée de la deep tech et des startups qu'on ne voit pas, qui sont diffuses et qui pourtant ont un impact profond sur les solutions qui vont émerger ensuite. Donc, si on a cette couche un peu moins visible de la tech qui fait poète-poète, globalement, on a vraiment des solutions exceptionnellement intéressantes. On parle d'Agentic AI forcément pour les agents intelligents, va en parler, bien sûr, mais il y a pléthore de solutions autour de l'énergie, des batteries solides, des batteries qui font fi des matériaux critiques. Voilà, c'est quelque chose qui est très intéressant. Il y a plusieurs niveaux de lecture et c'est extrêmement énergisant, ne serait-ce que depuis 9h ce matin d'ouverture. Il y a un vrai enthousiasme, hein. Nicolas Godillère. Oui, moi je suis assez frappé par... Certes, il y a tout un ensemble de startups, c'est absolument incroyable, diversité des sujets. 14 000 startups, c'est énorme, avec
tout un tas de sujets. J'ai pas l'impression qu'il y a un domaine qui est laissé pour compte. J'ai même trouvé des startups qui permettent de digitaliser toutes les formalités en cas de décès avec des agents IA. Donc on pourra parler des agents IA jusqu'au bout, de la naissance à la mort. Mais surtout, moi j'ai beaucoup aimé aussi la présence des grands groupes dans cet environnement. Traditionnel à Vivatech. Exactement. On a la SNCF là juste à côté et il y a une innovation absolument incroyable aussi qui vient des grands groupes. Je trouve aussi un rapport un peu au physique. Il n'y a pas que du digital. Moi, j'ai beaucoup aimé. On en rediscutera peut-être. J'ai fait un gros focus ce matin sur la partie robotique notamment. Moi, j'aime bien quand le digital rencontre le physique. Ouais. Et là, les robots, il y en a un peu partout. J'avoue que ça a été un vrai bonheur. On reparlera de Unitree qui est absolument incroyable. Oui, Unitree, donc cette marque chinoise de robots humanoïdes. Hein, oui, pas que. Il y a des robots humanoïdes et il y a les deux types de chiens qui sont présentés là, juste derrière nous. Et la nouvelle, c'est qu'ils vont sortir en France. Ça y est, ils vont être commercialisés en France. Commercialisés en France, avec des capacités, avec un rapport prix qualité qui est absolument incroyable. C'est-à-dire, il faut compter. Le chien là qui est présenté, le GO2, il est à moins de $2000. Ouais. On n'a jamais vu ça. Ça, on peut dire que c'est pas cher. C'est presque chez soi en fait. Hein. On n'est pas loin. C'est beaucoup moins cher que le Boston Dynamics, que comment il s'appelait le chien de Boston Dynamics, là, le chien jaune qui était là. Il y a Atlas. Ils ont eu Atlas côté Boston Dynamics, mais qui est beaucoup plus cher. On est sur des centaines de milliers de dollars. Qui était un humanoïde, mais il y avait le chien aussi. Et il y avait le chien, exactement. Ils se ressemblent un peu tous. Hein. D'ailleurs, les chiens, ils ont gardé une espèce de form factor qui est un petit peu le même. Mais là. Franchement, les démonstrations sont absolument incroyables. Je crois qu'ils en ont vendu aux pompiers, ça y est. Les pompiers de Paris qui vont utiliser ça, notamment pour aller faire du repérage sur un grand incendie qui a eu lieu au nord de Paris il n'y a pas très longtemps. Ouais. Mais il n'y a pas que, hein. Il y a j'ai vu une petite start-up qui s'appelle Enchanted Tools, là, qui fait les robots plus pour accompagner peut-être les enfants, pour accompagner dans des domaines plus, ce qu'on appelle robots compagnons. Je trouve ça plutôt pas mal. Ça bouge, c'est assez interactif. Avait, ce choix très rapide de supprimer les jambes. Pour justement utiliser le gyropode de manière plus flexible, avec beaucoup de cas, tu le soulignes, sur l'enseignement, etc., mais aussi dans la santé, et notamment l'assistant, le laborantin, pour apporter de l'eau, notamment aux patients. Ça fait partie des petites tâches. Et il était très humanisé. Ce qui avait beaucoup plu à l'époque, quand ils étaient sortis, c'était cette capacité d'avoir de différents visages sur Miroki, qui étaient des expressions faciales en fait, très gamifiées, mais finalement très attachantes. Après, c'est pas étonnant, hein, juste la robotique a explosé avec l'IA. Avec l'IA générative, c'est les mêmes primitives d'entraînement. On entraîne des LLM, on entraîne des modèles pour les apprentissages des robots. Et franchement, depuis que l'IA générative a explosé, j'ai vu une explosion de l'innovation dans le monde de la robotique. Nvidia en fait partie. Hein. Ils ont une plateforme de modélisation, d'entraînement de robots. Moi, j'ai trouvé ça génial. C'est un peu la convergence naturelle, hein, robotique et Gen AI, enfin IA générative. Oui, je sais pas si c'est naturel en tout cas, mais ça fait du bien. Enfin, moi en tout cas, je trouve que ça fait du bien de ne pas être que digital, de pouvoir toucher les choses. On parlait juste avant tous ensemble de peut-être d'enseignement de l'ingénierie, du scientifique. Je trouve que ne pas être que sur le digital et faire des produits, des choses qu'on peut toucher, des choses, il y a des vis, il y a des boulons, il y a des choses à, tu vois, il y a du tangible. Moi, je trouve ça me rassure. Il y a une innovation qui est absolument incroyable. Il y a une autre startup là que j'ai vue tout à l'heure, encore la robotique, qui fait des prothèses. On parlait santé, on parlait tout ça, des prothèses de mains, des prothèses de bras, qui sont des petits robots. Des petits robots exactement à des prix. Encore, je trouve, et toi, je le dis en m'écoutant, mais 10 fois moins cher que ce qu'est le prix d'une prothèse aujourd'hui. Donc, rendre accessible au plus grand nombre des prothèses à l'état de l'art, robotisées pour remplacer doigts, mains, bras. C'est une start-up coréenne qui fait ça. D'accord. Incroyable. Potentiellement imprimable depuis chez soi. C'est ça qui est sympa, parce qu'en fait, ça reste de l'impression 3D. Il suffit de télécharger les plans, et si on a une imprimante 3D, on peut presque le fabriquer. Je suis d'accord avec toi. Dans le schéma, ça fonctionnerait comme ça, ce serait l'idéal. Mais c'est vrai que ce qui est complètement dingue sur cette partie-là, c'est que ça vient aussi de multiples brevets. On parlait tout à l'heure de Deep Tech. Et quand on regarde le pas arrière qu'a fait Meta ces dernières années, quand ils étaient beaucoup sur les neurosciences et qu'ils sont revenus beaucoup au bracelet, et tous ces brevets qui ont été déposés, ces briques technologiques sur l'analyse des muscles des avant-bras pour anticiper les mouvements, ça fait partie
partie de toutes ces choses qui sont réutilisées dans ces prothèses pour justement, quand on a juste le poignet potentiellement ou la main qui a un handicap ou qui a dû être amputée, de pouvoir quand même retrouver une forme de main naturelle. Et ça fait partie des choses qui sont absolument passionnantes, de redécomposer chaque innovation que l'on voit pour comprendre d'où viennent les briques technologiques, les brevets. Et on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont très vieilles et qui globalement n'avaient pas trouvé d'application. Et c'est ça la magie de la recherche qui combine dans l'innovation une espèce de zip, une boîte noire qui gomme plein de trucs, mais qui fait qu'il y a plein de chercheurs, plein de diversités scientifiques qui ont travaillé sur ces sujets-là et qui amènent aujourd'hui toutes ces innovations autour de nous à faire des solutions qui vont impacter demain. Et vous pouvez retrouver cette émission complète sur le fil du podcast Monde Numérique, épisode en date du 13 juin 2025. On va s'enfoncer un peu plus dans les allées de Vivatech. On évoquait à l'instant les robots Unitree. J'ai rencontré Stéphane Bobot de la société Innovate qui importe les robots Unitree en France et il nous parle du petit robot humanoïde G1 auquel j'ai pu serrer la main. Écoutez, c'est le robot le plus avancé aujourd'hui technologiquement sur le marché et qui n'est plus un prototype parce qu'en effet, il est déjà disponible pour la commercialisation. Et donc, c'est là où le groupe Innovate va s'occuper de le préparer parce qu'il y a aussi beaucoup de logiciels à intégrer. On espère que ces logiciels vont être de plus en plus français pour arriver à intégrer de l'IA, le rendre de plus en plus intelligent et puis qu'il puisse rendre des services au quotidien. Combien il coûte? Alors, le prix d'annonce, c'est à peu près 16 000 $ en Chine. Il sera pas très loin des 20 000 € pour démarrer en France. Et après, ça dépend le type de fonctionnalité, d'intelligence qu'on va le doter. Et donc, ça va s'adapter aussi au grand public, mais surtout pour des applications de programmation pour les écoles, parce que l'idée, c'est aussi de développer le monde de la robotique auprès des étudiants. Donc, ça va être des plateformes de développement pour pouvoir intégrer de l'IA. Et également des applications dans le domaine industriel, dans la sécurité. Voilà, donc on va avoir ces robots prochainement dans plein de cas d'usage différents. Voilà, 20 000 € minimum pour un robot qui, a priori, ne fera pas grand-chose dans un premier temps, donc c'est à vous de voir. Robot toujours, j'ai retrouvé à Vivatech un petit robot que je connais depuis longtemps, car c'est un petit robot français qui s'appelle Buddy, de la société Blue Frog Robotics. Il fait une 60aine de centimètres de haut, il circule tout seul sur des petits trous, et son papa, Rodolphe Asselwander, nous donne de ses nouvelles. Il se multiplie, il a de plus en plus de frères et de sœurs, à droite, à gauche, partout, beaucoup en France, mais même à l'étranger maintenant. Là, on vend en Amérique du Nord, là on est en train de faire, on espère qu'on va closer un deal avec des Indiens sur des volumes qui n'ont rien à voir, donc c'est vraiment des milliers et des milliers de robots. D'accord. Donc non, c'est super. Et puis là, l'arrivée de l'IA générative, là maintenant qu'on intègre de façon native dans Buddy, ouvre les champs du possible. C'est vraiment fou ce qu'on peut faire avec le robot et du ChatGPT, du Mistral. C'est-à-dire, vous mettez donc du LLM, enfin un chatbot conversationnel dans le robot? Exactement. En fait, on intègre dedans dans Buddy, enfin de base, et ensuite on peut le personnaliser comme on le souhaite facilement. Et donc selon les cas d'usage, que ce soit pour un enfant autiste, pour apprendre des cours à l'école ou à la maison comme un coach, en fait c'est hyper facile de le paramétrer, de mettre toutes les données que vous voulez, et après ça devient votre coach ou ce que vous voulez, et avec qui on va échanger naturellement. Vu qu'il a des caméras, il est capable de percevoir son environnement et de vous détecter et de vous engager. Alors Jérôme, dis donc, t'as bien fait ton sport aujourd'hui? Ouais. Voilà, donc c'est vrai que ça ouvre le champ des possibles, et donc l'intérêt, c'est vrai qu'on a un genre de momentum en ce moment autour de l'IA et de l'IA incarnée, l'IA physique. Nous, on est un bon porte-drapeau de cette IA physique avec des robots qu'on vend, c'est-à-dire qu'on n'est pas comme beaucoup de, ce qui n'est pas péjoratif, mais il y a eu beaucoup de protos de robots, des boîtes qui se montent à droite à gauche avec différents robots. Je pense qu'on est une des seules aujourd'hui à vraiment les vendre en fait. Voilà. Alors c'est pas un robot humanoïde, il est tout petit, il n'a pas de bras. Est-ce qu'un jour vous pensez aller vers quelque chose de plus qui ressemble plus à un robot humanoïde? C'est une très bonne question, et en effet dans les cartons on a, on va dire le grand frère de Buddy. Pour l'instant, on ne se développe pas plus que ça parce qu'il y a déjà tout à faire. Aujourd'hui, on vit pas avec des robots, à part les robots aspirateurs. Donc déjà, il y a une évangélisation à faire pour que les gens comprennent ce qu'on peut faire avec des robots comme Buddy, donc accessibles en termes de coût. Parce que même pour le grand public, on sera encore moins cher que ça. Et donc, on veut déjà que les gens s'approprient les usages du robot. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un robot même sans bras, parce qu'on peut déjà faire beaucoup de choses. Et en effet, après, bien sûr, sur notre roadmap, on a bien l'idée d'avoir des robots avec des bras, capables de faire des choses physiques, donc d'interagir avec le monde physique vraiment. Pas forcément sur les jambes,
Moi, j'y crois pas trop pour le moment. Et enfin, je pense que c'est vraiment pas demain qu'on pourra avoir des robots bipèdes parce qu'il y a trop de problèmes de sécurité vraiment encore. Et on va rester dans la tech française, on va passer du robot à la santé. Et après Buddy, c'est Buddyo. Buddyo, c'est une petite centrale, un véritable petit labo médical que l'on pourra bientôt avoir à domicile. C'est une start-up française qui propose ça. Explication de Thierry Menou. C'est un assistant de santé qui permet de contrôler une vingtaine de paramètres santé grâce à des fonctionnalités de la pression artérielle. Il y a un ECG. Alors on va dire, pour le décrire, que ça ressemble à une espèce de petit téléviseur portatif comme on avait à une époque. Voilà, il y a ce côté ça, c'est une espèce de grosse boule, il y a un écran devant. Et là, vous pouvez lever l'écran. On met le bras dedans, on prend la tension. Sur les côtés, il y a des portes qui s'ouvrent et il y a des sensors. Donc, il y a un ECG Bluetooth. Électrocardiogramme. Oui, bien sûr. Un thermomètre, un oxymètre. Un appareil qui permet de contrôler le cholestérol, l'acide urique, la glycémie. Et donc, en plus de ça, donc, l'appareil permet de faire la téléconsultation. Donc, derrière, avec ordonnance digitale, donc sélection du médecin, bien sûr. On a 3 plateformes informatiques pour supporter cet outil. Une plateforme administration pour des gens qui géreraient un grand nombre de robots, par exemple. Une plateforme pour des professionnels où on peut connecter donc des médecins, des nutritionnistes, des coachs sportifs et une application pour les utilisateurs finaux où on compile bien sûr tous les résultats, l'évolution des résultats dans le temps, etc. C'est destiné à qui? Directement au grand public? C'est destiné au grand public, peut-être plus particulièrement à des personnes âgées ou à des personnes atteintes de maladies chroniques qui ont besoin de contrôler plus régulièrement leur santé, mais ça peut être aussi pour des familles à disposition, vu qu'il y a d'autres fonctions qui peuvent aussi intéresser l'ensemble de la famille. Donc, l'application, par exemple, une des utilisations, vous avez dans votre famille des personnes âgées ou très âgées, ils ont un robot, vous leur offrez pour la fête des mères, des pères, un robot. Vous téléchargez l'application sur leur téléphone et sur le vôtre et vous pouvez suivre leur santé, même sans les visiter toutes les semaines ou tous les 15 jours, savoir si, dans le cas où ils ont besoin de contrôler leur diabète ou leur pression artérielle, vous pouvez suivre à distance où ils en sont exactement. Donc, on a également dans les fonctionnalités un symptom checker. Donc, vous tapez les symptômes et il vous donne des recommandations sur ce qui doit être fait. On a 1000 vidéos, enfin un peu plus de 1000 vidéos, conseils en nutrition et également en fitness, qui vont être adaptés avec l'intelligence artificielle aux résultats et aux besoins de la personne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un bouton SOS qui peut être connecté aux pompiers, à la police, notamment pour les personnes âgées. Et, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Présente également à Vivatech 2025 la société F2R2 qui a mis au point la technologie Frogans, partenaire de Monde Numérique. L'occasion pour les responsables de Frogans d'aller à la rencontre des visiteurs, de leur montrer en quoi consiste ce système totalement nouveau, grâce en particulier à des démonstrations sur des casques de réalité augmentée. Alors Frogans, qu'est-ce que c'est? L'occasion de repréciser les choses avec le cofondateur Alexis Tamas. Alors, le web classique, on connaît tous les fenêtres rectangulaires, ce carcan un petit peu informatique dans lequel les contenus sont placés. Avec Frogans, en fait, ce carcan explose puisque les sites Frogans n'ont plus de bords, je dirais, imposés rectangulaires, mais ils peuvent exister visuellement avec n'importe quelle forme sur l'écran. Oui, c'est plus fun, ça fait un peu penser aux widgets qu'on avait à une époque, etc. L'enjeu lorsqu'on a créé ce concept, en fait, cette technologie, c'est de dire que la technologie devait disparaître des yeux de l'utilisateur. Dans le web, la technologie encadre complètement le contenu encore aujourd'hui. Le navigateur web n'est pas du tout invisible. On voit bien les barres de navigation en haut, les menus, etc. Dans Frogans, en fait, c'est quand on regarde un site Frogans sur un écran, 100% des pixels présents sur l'écran, c'est du contenu. Et c'est vraiment ça qui fait la particularité du système. Effectivement, Frogans vient aussi avec d'autres propriétés. Après avoir observé le web et les limitations potentiellement qu'il a en termes de simplicité d'utilisation, on l'a dit, mais aussi le modèle de sécurité pas forcément génial.
le modèle de respect de protection de la vie privée non plus. Et donc là, on est arrivé aussi avec des solutions qui, on en avait parlé, qui sont plus à jour. Alors ça, c'est une question. Ça fait partie des questions qui se posent. Pourquoi dites-vous que Frogance est plus respectueux de la vie privée ? Alors Frogance, en fait, n'est pas basé sur la technologie des cookies, dont on sait qu'elle pose énormément de problèmes. À la fois, ce sont des fonctionnalités très utiles d'être reconnus en allant sur des sites, mais on a un mal fou, les utilisateurs ont un mal fou, et même les experts ont un mal fou à régler les cookies de manière sélective entre ce site-là, je suis d'accord, ce site, je suis pas d'accord. Quand je visite un site d'un grand avionneur français, par exemple, je vais avoir des dizaines et des dizaines de connexions à des serveurs tiers que je ne connais pas. Alors, la loi impose de savoir qu'ils existent, mais j'en fais rien comme information. Là, dans Frogance, en fait, on a un autre modèle qui consiste à dire, en fait, quand on visite ton site Frogance et qu'on stoppe sa visite, en fait, on ne va pas être reconnu à la prochaine visite, sauf si je mets le site Frogance dans mes favoris. Et donc, ça crée, en fait, pour l'utilisateur, une possibilité de contrôler complètement les données qu'il envoie et à qui il les envoie. Alors Alexis Tamas, on est à Vivatech. Pour Monde Numérique, c'est toujours un moment particulier parce qu'en fait, c'est à chaque fois l'anniversaire de Monde Numérique. Là, c'est le 4e anniversaire. Et vous m'avez fait un cadeau pour ce 4e anniversaire. Vous avez développé un site Frogance consacré à Monde Numérique. Alors moi qui l'ai un petit peu expérimenté, ce site, j'ai pas eu beaucoup le temps parce qu'il vient de sortir. Il est tout frais, il est pas sec encore, on va le dire. Hein. Voilà. Mais pour l'avoir quand même mis sur mon écran, en fait, ce qui se passe, c'est que moi j'aime bien les Monde Numérique et mais c'est sincère. Et donc en laissant dans un coin de mon écran, en fait, je pense à Monde Numérique un peu plus souvent. Et quand j'ai 5 minutes, si j'ai 5 minutes à un moment donné dans ma journée, je vais dire tiens, je vais écouter cet épisode. Voilà. Comme on allumerait la radio. Exactement, mais j'ai la radio, voilà exactement, et avec la disponibilité sur l'écran. Et comme le site Frogance ne me gêne pas sur l'écran parce que je peux le minimiser et qu'il est très discret, eh bien j'ai comme ça la possibilité, quand je parlais de contact avec l'utilisateur, de contact permanent, eh bien c'est à ma disposition. Je peux, puisque j'aime ce podcast, eh bien je peux le garder et l'ouvrir pour pouvoir ensuite regarder un petit peu le dernier épisode ou un autre épisode, un épisode plus ancien que j'ai peut-être pas eu le temps d'entendre encore. La plus-value par rapport à si je lançais mon application de podcast, c'est justement de la possibilité de la ranger dans un coin, d'avoir... c'est déjà, je pense que, moi je parle que d'un cas de figure, c'est mon cas particulier, mais effectivement, je pense que sans le site Frogance, je pense pas à Monde Numérique toute la journée. Ah bon? J'ai pas. En revanche, là, j'ai sous la main la possibilité d'aller. Et alors, ça peut être aussi avec d'autres applications. Si je suis en train de regarder Et ce qui est sympa avec Frogance, c'est que je peux superposer. C'est-à-dire qu'en fait, je peux avoir Mon Numérique dans un coin et je peux aussi avoir, un site d'enchères dans un autre. Je peux avoir des photos de vacances de ma famille dans un autre coin encore de mon écran. Donc, j'enrichis mon écran sans réduire ma productivité, sans être bloqué. Et donc, c'est ça que nous, on considère comme étant une sorte de nouvelle interface sur Internet, donc un nouveau médium. Et c'est ça qui est très innovant dans Frogance. Et il va falloir qu'on s'habitue et puis aussi qu'on apprenne à bien l'utiliser. Je pense ça surtout aux éditeurs de contenu. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans un site Frogance pour que ce soit réellement pertinent? Voilà pour Frogance à Vivatech, extrait d'un épisode spécial de Monde Numérique qui est beaucoup plus long et beaucoup plus détaillé. Si vous voulez en savoir plus, à suivre prochainement sur Monde Numérique en audio et en vidéo. Et on va terminer avec un autre partenaire de Monde Numérique présent à Vivatech. Il s'agit d'EDF qui présente une 50aine de startups, des startups dites à impact, c'est-à-dire un impact positif sur l'environnement, la transition environnementale, la transition énergétique. Et c'est l'occasion de découvrir en vrai la flamme olympique qui fait son retour à Paris. Explication de Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF. Exactement. Donc en fait, il y a eu dans le ciel pendant Paris 2024, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques, une flamme qui était électrique. Vous vous en souvenez? Eh bien, nous avons amené sur le stand le prototype initial de cette flamme. Donc, ce qui ressemble ici à une flamme, je vais faire un truc que j'ai pas le droit de faire, mais je vais le faire quand même. Vous voyez, je passe ma main. En fait, c'est de l'eau. C'est de l'eau brumisée avec de la lumière. Vous êtes des petits tricheurs. Hein. Un peu des petits tricheurs. Et ça, c'est évidemment là pour illustrer le fait qu'aujourd'hui, en électrifiant les processus, en électrifiant tout, y compris une flamme olympique, on peut la décarboner, on peut la rendre vertueuse d'un point de vue écologique. Parce que quand vous dites c'est de l'eau, c'est-à-dire que c'est de la vapeur d'eau qui donne ce côté un peu fumé. Exactement. Et dessous, on projette une lumière orange. Une lumière orange qui danse et qui fait danser finalement ça. Alors évidemment, ça c'est le prototype, donc c'est en miniature, mais la vraie, elle fait 7 mètres de diamètre.
et elle va revoler dans le ciel parisien à partir du 21 juin tous les soirs dans le jardin des Tuileries. Eh ben voilà, scoop, vous nous l'annoncez. Ça veut dire qu'il faut la recharger régulièrement, non ? Faut mettre de l'eau, on remplit comme ma machine à café ? Alors non, parce qu'on a déposé un certain nombre de brevets sur cette flamme, et un des brevets, c'est l'alimentation. Et en fait, on ne le voit pas, on se rend pas compte quand elle est en l'air, mais il y a un énorme câble qui amène de l'eau sous pression à 60 mètres de haut, ainsi que d'électricité à l'anneau vasque. Donc en fait, le ballon est relié par un câble, et autour de ce câble est enroulé des réseaux très spécifiques qui vont venir apporter l'alimentation. Donc elle peut rester en l'air plusieurs jours ? Elle pourrait rester de façon totalement permanente en l'air. Il se trouve que parce que c'est très très beau quand ça monte, il y a régulièrement le fait de la ramener au sol, et puis le soir de la faire monter à la tombée de la nuit. Très bien. Et on va terminer par une innovation qui est plus domestique, qui pourrait nous concerner en tant que particulier. Exactement. Évidemment, ça touche à l'électricité. Oui. C'est cet appareil qui n'est pas, si j'ai bien compris, une table de cuisson. Absolument. Mais une batterie. Exactement. On a appelé ça... Pour plaisanter, c'est pas un produit aujourd'hui commercial, mais Kitchen to Grid. Et donc ça, c'est un meuble de cuisine d'une marque suédoise que l'on connaît bien. Donc on pourrait imaginer avoir chez soi. À l'intérieur de ce meuble de cuisine, il peut y avoir là des casseroles et là des assiettes. Mais juste là, en fait, c'est une batterie. Et en fait, c'est une batterie de récupération. C'est-à-dire que les batteries utilisées dans nos voitures électriques, les batteries lithium-ion, au bout d'un moment, elles ont une capacité qui s'amoindrit, et souvent on veut changer la batterie parce que elle n'a plus la capacité suffisante pour faire fonctionner la voiture. Oui, à partir de quoi, 80% à peu près. C'est 70-80%. Mais ça veut dire qu'il reste encore 70-80% de capacité dans cette batterie. Donc on ne la jette pas. Donc on ne la jette pas. Et donc on la réutilise, et l'idée ici, c'est de la réutiliser chez soi en domestique, en stationnaire. Donc on l'intègre dans un meuble. Elle est pilotée par un logiciel qui permet évidemment de gérer automatiquement totalement la sécurité de la batterie. C'est ça que j'allais vous demander, parce que est-ce qu'il n'y a pas c'est pas un peu dangereux d'avoir des grosses batteries comme ça si demain ça se multiplie dans les habitations? Alors, ce n'est pas dangereux à partir du moment où on utilise ce qu'on appelle un BMS, c'est-à-dire un outil de Battery Management System, c'est-à-dire un outil logiciel de gestion de la batterie, parce qu'une batterie peut partir en feu si elle surchauffe. Et donc, la gestion de la température de la batterie, c'est absolument essentiel. Et donc ça, c'est évidemment des choses qui sont totalement intégrées dans ce type de batterie, et c'est des technologies qu'on maîtrise très très bien. Et l'avantage, il est multiple. Par exemple, si on a une vocation très écologique, on peut aller charger sa batterie quand l'électricité est bas carbone, c'est-à-dire produite par exemple que par du nucléaire ou que par des renouvelables, et puis utiliser l'électricité de sa batterie, par exemple à 19h où on a un pic de consommation, et il peut y avoir d'autres types de moyens de production qui sont démarrés. Un exemple, on peut aussi se dire que si on a des panneaux solaires sur son toit, ils vont venir en autoconsommation alimenter la maison, et puis l'électricité non utilisée, parce qu'on n'est pas chez soi par exemple, elle va venir dans la batterie, et le soir quand on rentre, c'est la batterie qui va prendre le relais de l'alimentation. Ça a énormément d'usages, et c'est totalement écologique, puisqu'encore une fois c'est une batterie recyclée, donc c'est une deuxième vie de batterie. Merci beaucoup Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF, au cœur de Vivatech 2025. Et c'est ainsi que se termine cet épisode de Monde Numérique l'Hebdo spécial Vivatech 2025. Vous pourrez retrouver les interviews en version intégrale la semaine prochaine sur le feed du podcast Monde Numérique. Ne ratez pas notamment l'émission spéciale avec les directeurs d'innovation de Capgemini, et puis les vidéos que je vous propose sur la chaîne YouTube de Monde Numérique, notamment une visite express du salon, ainsi que des shorts, des vidéos courtes sur les réseaux sociaux. Voilà, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de noter ce podcast, même si vous l'avez déjà fait, 5 étoiles sur Apple Podcast, un petit commentaire sympa, merci d'avance. Ça marche aussi sur les autres plateformes, Spotify, YouTube, Deezer, etc. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Hebdo. D'ici là, plein de rendez-vous sur ce podcast et sur le site mondenumérique.info. Passez une bonne semaine pleine de tech. Salut.